Ladies and gentlemen, and thanks for tuning into the 8 p.m. bilingual newscast right here on Spectrum Television. Well, our top stories, December 14, 2016, law on mining was highly reviewed by parliamentarians in their November session sitting in Yaoundé, where the law aimed at compensating for the inadequacies of the latter and will ensure competitiveness on the other hand, as Josephine Bindi will tell us in tonight's newscast. Well, we talk a World Diabetes Day commemorated every November 14, 2023. This edition is centered on access to diabetes care, where we will have a news guest, a neurologist, Professor Yakuba Mapure, who will talk about the access to diabetes care. This and many more will be yours in tonight's newscast. Ladies and gentlemen, thanks once more for trusting us with your information. Today we will give out everything happening across Cameroon. Well, tonight's newscast will open in the French language. With you, Makedaldi, bonsoir. Bonsoir Oni Ladonnette, mesdames, messieurs, bonsoir. Franck Bia fait son entrée officiellement dans le monde de la politique. Des vidéos partagées le 6 novembre dernier montrent le fils du chef de l'État prendre une carte de membre à Monaco. Le fait, disons-le, a fait et continue de faire d'ailleurs couler beaucoup d'encre et de salive. Léla Ranganzu. C'est une entrée plutôt remarquée sur la scène politique. Si on l'a parfois vu aux côtés d'autres dignitaires du RDPC, à l'occasion des événements organisés par le parti, à l'instar de la commémoration les 6 novembre de l'anniversaire de l'accession au pouvoir de Paul Biya. Franck Biya, à en croire les images diffusées sur les réseaux sociaux le 6 novembre 2023, n'était pas encore membre du parti dirigé par son père, le chef de l'État camerounais. Sur l'une des vidéos, on le voit prendre officiellement sa carte de membre du RDPC, une adhésion qui ce week-end a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Selon certains analystes, ce geste effectué à Monaco n'est que la suite logique des événements après que l'homme, que l'on pensait discret, ait choisi d'être de plus en plus visible, ceci accompagné d'un déploiement communicationnel qui ne saurait passer inaperçu. Le drame de Bankolo où il est descendu sur le site après l'éboulement meurtrier d'octobre dernier à Yaoundé en est un exemple. Son adhésion finale au RDPC soulève de nombreuses questions, même si en prenant sa carte le 6 novembre, date symbolique, il affirme soutenir Paul Biya, le candidat national et naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais lors de l'élection présidentielle de 2025. Quelles sont aujourd'hui ses ambitions au RDPC? Comment va se déployer le mouvement des franquistes comptant plusieurs militants du parti au pouvoir? Quel impact cette adhésion aura-t-elle sur le RDPC? Doit-on s'attendre à l'imminence d'un congrès avec quelques changements? Des questions qui trouveront réponse dans la suite des événements. Strengthening food security in Central Africa, the Minister of Agriculture has chaired the 16th meeting of the FAO, which is Food and Agriculture Organization, multidisciplinary team in Central Africa, today in Cameroon's political capital, Yaoundé. Well, let's listen to this excerpt as selected by Olivier Bouzique. Is an FAO meeting. It is an annual meeting. We organize this kind of meeting every year. So this year for Central Africa, Cameroon is hosting this meeting. The purpose of the meeting is two. One, to review progress on implementation of priority programs that we collaborate with the member countries in the Central Africa region. The second, based on this review, to plan ahead on how we can accelerate, we can scale up successful experiences together with the countries. And a third one, perhaps for this year, FAO is going to organize next year in April the Regional Conference for Africa, FAO Regional Conference for Africa, which will be held in Morocco. So we are consulting with member countries on what the priorities should be for the next 2 years. So you can consider this as a third objective. You know that the Central Africa have a huge potential in terms of agriculture, environment, forest, and
natural resources. So it's very important for us or for the experts who are gathered here to find solutions to transform our production system in order to ensure the food security and nutrition of the population and eradicate food poverty in rural areas. This is our main goal, and I'm confident that those who came here, they have the expertise and they have the knowledge to give us the possibility to achieve those objectives. Thank you very much. During the budget session opening this November, parliamentarians deliberated on the mining code, reviewing the December 14, 2016 law aimed at compensating for the inadequacies of the latter and ensure competitiveness on the other hand. Well, our reporter Josephine Bindi takes us through the stakes on the reviewed law of mining. The outcome on the law of mining will ensure two outcomes, namely solidifying and compensating miners as well as the effect on competitive nature. Following the reviewing of the law of minings in Parliament, the bill aims to grant an exclusive basis to the public body mandated by the state skills to purchase and market diamonds on the entire national territory. This will permit them to capture 90% of national gold production, which is still sold through informal channels, according to officials. However, alongside Sona Mines, the decentralized territorial communities also have advised to draw significant dividends from the new mining code submitted for approval by deputies and senators. While awaiting clarifications on the new exact prowess of the CDDs in matters of artisanal mining, it is suggested that the state will make provision for mining cards, which will be particular to miners of Cameroonian nationality. Nous parlons santé à présent dans ce journal. La journée mondiale du diabète se célèbre ce 14 novembre sous le thème « Accès aux soins du diabète ». À cet effet, le ministre de la Santé a profité de cette occasion pour présenter l'évolution de la prise en charge de la pathologie au Cameroun. D'après des statistiques, 2,5 millions de Camerounais sont atteints du diabète. Ce soir, en posture d'invité, comme nous vous l'annoncions dans les titres, nous recevons le professeur Yacouba Moupouré. Il est neurologue à l'hôpital général de Douala. Il explique par exemple que 30% des patients victimes d'AVC et reçus à l'hôpital général de Douala sont des personnes qui souffrent du diabète. L'entretien est mené par Léla Nganzu. Le diabète, c'est une maladie qui se caractérise par une hyperglycémie, une augmentation anormale du taux de sucre dans le sang. Donc pour vivre, nous avons besoin du glucose, mais lorsqu'il devient en excès, cela va provoquer donc la maladie. Je ne suis pas endocrinologue, diabétologue, je suis neurologue, sauf que dans notre pratique quotidienne, nous sommes confrontés à ces patients. À titre d'exemple, sur les 2100 patients que nous avons dans le registre des accidents vasculaires cérébraux chez nous, 30% des malades victimes d'AVC sont diabétiques. Et donc, vous pouvez comprendre notre proximité vis-à-vis de cette pathologie. La deuxième chose qui est primordiale, c'est que 10% malheureusement de ces patients veulent être dépistés, diagnostiqués diabétiques à l'occasion même de l'AVC. Donc avant, ils ne se connaissaient pas diabétiques. D'où l'intérêt que nous accordons, que notre formation hospitalière, l'hôpital général, organise aujourd'hui une campagne de dépistage de ce diabète pour que chacun puisse connaître sa glycémie sur les 2 jours. Comment est-ce qu'il faut manger au quotidien? Il faut réduire tous les aliments qui vont apporter plus de glucides, donc le sucre dans l'alimentation, pour éviter, parce que ce qui se passe, c'est le pancréas, qui est une glande dans le tube digestif qui fabrique ce qu'on appelle insuline pour gérer le glucose. Et à un moment donné, chez certaines personnes, pour X raisons,
il arrive que le pancréas n'arrive plus à délivrer la quantité nécessaire d'insuline pour assurer le métabolisme, c'est-à-dire pour gérer ce glucose. Et à partir de ce moment, dont l'excès de sucre va s'accumuler dans certains organes et d'autres vont malheureusement circuler et provoquer les complications inhérentes au diabète. Et donc comment est-ce qu'il faut manger? Est-ce qu'il y a des aliments? Donc pour manger, il faut manger sain. Et j'allais dire comme nos parents, nos aïeux mangeaient. Donc nos parents mangeaient sain parce qu'il y avait beaucoup de végétaux dans leur alimentation, les fruits, les légumes, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils n'avaient pas d'alcool, ils n'avaient pas des choses qui produisent beaucoup de graisse. Et c'était surtout, j'insiste sur cet aspect, les gens actifs. C'est-à-dire quelqu'un qui était Bonamoussadi pour rendre visite à son frère à Bonanjo, à pied, donc il fait aller-retour. Aujourd'hui, nous constatons que c'est plutôt une punition de demander à un enfant, plus encore à une dame, d'aller faire le marché, je dis comme ça, à 2-3 km. Ce n'est plus pensable. Or, ça, malheureusement, ça nous tue. Voilà, parce que ça va faire le lit de l'obésité, ça va faire le lit de l'excès de cholestérol, ça va faire le lit du diabète et ça va faire le lit de l'hypertension artérielle. Vous avez dit, effectivement, il y a plusieurs types de diabète. Oui. Voilà, quels sont les différents types de diabète? Le diabète sucré, on en a deux types. Le diabète, comme on dit, le type 1, qui commence très tôt, donc souvent à l'école, l'enfance et à l'école primaire, fatigue, il maigrit, il urine, il a envie d'aller uriner tout le temps et il peut développer souvent des infections. Et lorsqu'on fait faire les bilans standards, on tombe sur une glycémie élevée. Et ça, c'est le type 1. Le type 2, qui est de loin le plus fréquent, c'est celui-là qui va commencer lorsqu'on aborde la quarantaine d'années. Voilà, c'est un sujet qui est dit adulte. Est-ce que c'est héréditaire, le diabète? Le diabète a une forte connotation héréditaire. Le diabète, il y en a deux types de conséquences qui arrivent sur le diabétique. On a les conséquences qu'on dit chroniques, du fait que lorsqu'il y aura l'excès de sucre dans le sang, ça va altérer certains organes. Je prends un exemple, le pied du diabétique. Lorsque vous avez un excès de sucre et que vous n'entretenez pas correctement les pieds, vous allez développer les pieds. Donc, ça va toucher les artères qui irriguent ces pieds, ça va toucher le nerf. À un moment donné, le diabétique ne va plus sentir. On appelle ça le pied diabétique. La même chose qui se passe dans le pied, ça peut se passer dans l'œil et être à l'origine. Si on va en Occident, la première cause de cécité, donc être aveugle, c'est le diabète. Ça peut toucher la même chose, le cœur, et faire le lit de l'infarctus, l'attaque cardiaque. Ça peut être le cerveau et faire le lit de l'AVC, etc. Donc voilà, et surtout aussi le rein, pour entraîner l'insuffisance rénale et pouvoir même aboutir à la dialyse. Ça, c'est ce que j'appelle les complications vasculaires. Maintenant, il y a des complications dites aiguës. C'est quelqu'un qui ne se connaît pas diabétique ou alors qui est diabétique mais ne respecte pas son régime ou alors ne prend pas ses médicaments comme prescrit par le médecin et il va développer une glycémie très très élevée qui va le plonger même parfois dans le coma. Et malheureusement, on a quand même quelques patients qui peuvent être comateux mais du fait d'avoir pris par exemple des médicaments sans précaution, parce qu'en le prenant il faut quand même manger. Alors si on se met dans une spirale, on ne mange pas, on prend des médicaments, c'est plutôt l'hypoglycémie qui est plus dangereuse que l'hyperglycémie. Mais est-ce qu'il est possible de soigner cette maladie? Nous on dit oui, à partir du moment où il existe des médicaments, il existe des mesures hygiéno-diététiques, lorsqu'ils sont appliqués, le malade va mener une vie sociale normale. Nous avons des patients diabète de type 1, c'est-à-dire le diabète de l'enfant, qui ont été dépistés à l'âge de 6-8 ans et qui sont aujourd'hui cadres dans des entreprises pour dire que c'est réalisable. Mais notre grosse difficulté dans notre contexte, c'est que nous, en général, en Afrique, la maladie est faite pour être soignée. Le diabète s'inscrit plutôt dans ce qu'on appelle les maladies chroniques au long cours. Et c'est pour ça que nous cherchons aujourd'hui à sensibiliser les populations que c'est une maladie avec laquelle on peut vivre, même si on n'a pas une guérison définitive, mais on peut vivre avec, mener une vie sociale confortable si on se fait soigner et si on respecte les exigences de la chose.
Cameroon leads CEMAC countries in mobile phone usage and social media presence by 71%, well, a percentage which undisputedly put her above in the sub-region. Josephine Binti and Landry Yosa encountered some inhabitants today in the economic capital, and they had this to say. Social media addiction on the streets of the economic capital is termed normalcy. Cameroon is topping the chart on communication space amongst all 6 CEMAC countries, that is, Cameroon, Congo, Gabon, the Central African Republic and Guinea. There is, however, an explanation to the heavy social media presence. I have routines when it comes to using my phone. I have a professional system because I am a communicator, and so c'est automatique. Autant pour accéder. To have access to the news, I produce online, but I spend my time often online because the 21st century pressman can't excel without the internet. On va aller plus loin, il faut être connecté. And how often do these phone users check up on their messages? Pratiquement toutes les 30 secondes, en réalité, je suis sur mon téléphone. Every 30 minutes, I am on my mobile phone. And the third thing is research. Unfortunately, laptops are so heavy, and our mobile phones helps us to get access to information and even document things easily. So every 30 seconds, I am caught in between 3 major things on my phone. The evolution on cable and optic fiber space in Cameroon has revolutionized in the past 10 years. This explains the heavy presence on the internet and social media with the rise of bloggers and influencers. Revenons sur cette polémique ouverte au sujet du concert géant prévu en décembre prochain ici au Cameroun, avec en tête d'affiche l'artiste congolais Fally Ipupa. Des artistes camerounais tels que Lady Ponce notamment affirment que les fonds de Camtel qui organisent ce concert étant des fonds publics, l'entreprise de téléphonie mobile devrait mettre en avant les artistes camerounais. Vrai ou faux, nous sommes allés à la rencontre d'un avocat. Il s'agit de Maître René Roger Bébé, qui a d'ailleurs tenu à apporter une clarification. Il dit, par exemple, que cet agent n'est en rien un agent public. On l'écoute. Il faut distinguer entre les EPA, les établissements publics administratifs, tels que l'université de Douala, de Yaoundé ou autres, tels que le FEICOM, etc., qui ces établissements publics administratifs sont soumis au régime financier de l'État. Au régime financier de l'État. Parce que ce sont des deniers publics. Il faut donc distinguer ces EPA des entreprises publiques qui, elles, sont soumises à la comptabilité privée. C'est-à-dire sont régies par l'acte uniforme ORADA, régissant la comptabilité des entreprises commerciales et des groupements d'intérêt économiques. Il faut distinguer ces deux entités. Et c'est l'article 1er de l'acte uniforme OADA relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique qui nous donne cette clarification en disant que toute société commerciale, y compris celle dans laquelle l'État est actionnaire unique ou avec d'autres, relève du droit des entreprises privées. Le fait, c'est quoi? C'est que dès lors que l'État décide de soustraire une partie de ses fonds du trésor public pour les injecter dans une société privée, c'est-à-dire une société qui va faire dans le commerce, dans l'industrie, dans la finance, c'est-à-dire une société qui a vocation à rechercher le profit partageable entre ses actionnaires ou ses associés, cette entreprise devient une entreprise commerciale et régie par les règles du droit privé. Ces fonds sont donc des fonds privés. Et cela a été consacré par une jurisprudence, par plusieurs décisions d'ailleurs, de la CCJA, qui est la Cour suprême, c'est-à-dire la plus haute juridiction de tous les États régis par le traité de l'OADA. C'était d'ailleurs dans l'affaire que tout le monde connaît, l'affaire du colonel Etonde Ekoto, qui était poursuivi pour détournement de fonds du port autonome de Douala. La CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage qui est située à Abidjan, avait décidé que ces fonds n'étaient pas des fonds publics, qu'il s'agissait de fonds privés. Voyez. Donc l'État, si l'État décide de considérer par exemple les fonds de Camtel comme des fonds publics, il s'agirait là d'une rébellion de l'État. D'une rébellion de l'État.
par rapport aux dispositions supranationales de l'OHADA. Et cette supranationalité découle de l'article 10 du traité qui crée l'OHADA, qui dit que toutes les lois sécrétées par l'OHADA sont au-dessus des lois de chaque pays. Ces lois sécrétées par l'OHADA ont un caractère supranational, c'est-à-dire ont la valeur de conventions ou de traités internationaux et s'imposent donc aux dispositions nationales. Sans transition, nous voici en sport. Dit merci au peuple camerounais mobilisé derrière lui pendant son récent combat contre Tyson Fury. C'est l'objectif visé par la conférence de presse donnée ce jour ici même à Douala par Francis Ngannou. Il a tenu lors de cette occasion à annoncer également plusieurs projets. Oyan Donkeng et Julie Pont. L'enfant prodige est à la maison et cette salle archi-comble témoigne à suffire l'engouement des uns et des autres à le rencontrer. Francis Ngannou est venu témoigner sa reconnaissance au peuple camerounais. Qui m'ont soutenu, qui m'ont soulevé, leur dit un grand merci et que les voix furent entendues. Et j'espère que j'aurai toujours les soutiens et on va continuer avec le travail. L'ancien champion poids lourd de l'UFC s'est donné à cœur joie au jeu de questions-réponses. Entre préparatifs au combat et appréhension, la Gesta a présenté au public ce qui a été sa motivation. Je ne suis pas allé à Riyad ce jour dans l'intention de gagner seulement ou de gagner le combat. Je ne me suis pas focalisé sur la victoire, je me suis concentré sur le combat. Il fallait donner tout aux entraînements. Et ce fut de loin mon entraînement le plus difficile. Pourquoi? Parce que je savais que j'avais un obstacle en face de moi. Et quand il fallait, je redoublais l'effort. À plusieurs reprises, on a arrêté les entraînements et je m'apprêtais pour rentrer chez moi. Je pense au combat, je pense à Tyson Fury, à l'obstacle, je pense à la soirée, comment ce jour-là va ressembler. Et j'avais pas du tout envie d'aller me ridiculiser. Et je reprenais, je disais aux gars, non, on n'a pas fini. Ils disaient, non, on a fini. Je dis qu'on n'a pas fini. C'est moi qui serai sur le ring, les gars, vous serez derrière. Cette rencontre a également présenté les projets à venir. Des poulains de la Fondation Ngannou 5 seront dès le 25 novembre prochain en Côte d'Ivoire pour des combats. Il y a beaucoup de noms, effectivement, mais cependant, on avait besoin de 5. Oui, on avait besoin de 6 noms. Et les sélections se sont faites déjà à la Fondation. Et d'ailleurs, même si vous avez remarqué, c'est que la plupart de ces combattants sont les combattants de l'événement de juin. Donc, il y a une revanche, et après il y a d'autres combats qui a été programmé en fonction des résultats de l'événement de juin. Le leitmotiv de la star, travail, détermination et surtout avoir un objectif. J'ai un truc que je me dis très souvent moi-même pour me motiver, c'est que la seule chose que j'ai à faire, c'est de m'entraîner. Certes, c'est pas facile, mais au final, c'est la seule chose que j'ai à faire. M'entraîner. Me concentrer sur une seule chose, la bagarre. Et lors de son combat et même lors des préparatifs contre Tyson Fury, on a pu observer Mike Tyson aux côtés du Camerounais Francis Ngannou. Dans l'extrait qui suit, nous vous proposons de l'écouter. Il donne évidemment son avis sur la boxe anglaise au Cameroun. Pour moi, Mike Tyson est le modèle de boxe poids lourd qu'il faut suivre. Pourquoi? Parce que c'est le seul poids lourd qui, selon moi, on peut introduire un enfant de 5 ans à la boxe en montrant une vidéo de Mike Tyson parce qu'il est technique et il reste fondamental même dans les combats. Généralement, on va voir des gens qui apprennent bien la boxe avec la garde levée, les déplacements et tout ça, mais quand ils arrivent dans le ring, ils commencent à faire ils changent de style, les bras tombés et tout ça. Et avec ça, on ne peut pas enseigner la boxe fondamentale avec l'enfant. Pourtant, Mike Tyson, il était l'incarnation parfaite de cette pédagogie. Donc, ce sont des bases dont
j'avais besoin et que Mike Tyson en avait, et que avec le peu de temps que nous avons, il nous a permis lors de ces interventions, parce que je tiens à vous rappeler à tous que c'était des interventions. Mike Tyson il est venu à mon entraînement, je crois 3 fois. C'était pas mon entraîneur principal, tu vois. J'avais laissé la charge à Dewey Cooper, qui était mon entraîneur de striking au MMA, et que j'ai confiance en leur... Déjà, j'adore l'énergie qu'eux apportent. J'ai confiance à son jugement et on s'entend très bien. J'ai sollicité aussi un entraîneur qui est un ami en France au nom de John Bumba, parce que le connaissant il y a de cela 10 ans, j'aime travailler, j'aime la collaboration avec lui. Non, je n'ai pas de projet pour la boxe anglaise, mon frère. Ou du moins, pas encore. Laissez-moi le temps de respirer. J'ai eu un projet en cours, je n'ai même pas fini et je saute de projet en projet. Le plus important, c'est la réalisation, pas les projets. Les projets, c'est beau, mais la réalisation est importante. Laissez-moi au moins le temps de me concentrer sur la réalisation du projet que j'ai en cours et éventuellement à l'avenir, si et seulement si l'opportunité se présente, le temps me permet, éventuellement, je ne vais pas manquer parce que je suis conscient du problème qu'il y a localement. Mais et avant de refermer ce journal, voici le résumé de l'actualité africaine avec la Voix de l'Amérique. Au Mali, l'armée affirme avoir pris position dans la ville de Kidal, dans l'extrême nord, bastion des séparatistes Touaregs. La restauration de la souveraineté territoriale est l'un des objectifs principaux de la junte au pouvoir. Les Libériens ont voté aujourd'hui pour le second tour de la présidentielle qui s'annoncerait entre le président sortant George Weah et Joseph Boakai, l'ancien vice-président d'Ellen Johnson Sirleaf. Les deux candidats s'étaient déjà opposés en 2017 et M. Weah l'avait remporté avec plus de 61%. Au Burkina Faso, le bilan est encore provisoire. L'attaque de Zaongo dans le centre-nord, le 5 novembre, a fait 70 morts, essentiellement des enfants et des personnes âgées, selon le procureur du Faso. Une enquête est en cours. À Madagascar, 10 candidats de l'opposition, dont 2 anciens présidents, appellent à ne pas se rendre aux urnes pour la présidentielle prévue ce jeudi. Madagascar est secoué depuis plusieurs mois par des tensions entre l'opposition et le président sortant Andry Rajoelina, candidat à sa réélection. C'est la fin de ce journal bilingue, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Nos programmes se poursuivent sur Spectrum Télévision. Au revoir. Au revoir, Rony, la demain. Good night to you, Makedalidi, and good night to every viewer of Spectrum Television. See you tomorrow if God willing.